bonjour et bienvenue à Pack de Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Comme toujours, je suis épaulé par un certain deuxième ligne de 2 mètres qui a joué à Metro Racing, c'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon cher Théo. Mais salut Thierry. Et salut Amélie aussi de retour avec nous. Amélie, montre-nous ta frimousse. Oui, salut les garçons, j'avais pris un petit RTT de podcast la dernière fois parce que j'étais vraiment pas en forme après un match engagé à Bruges et à Bruges-Blanquefort du côté de Bordeaux et non pas du côté de la Belgique, mon cher Ticket. Je ne savais pas qu'il y avait 2 Bruges. Je n'ai pas relevé la semaine dernière quand Thierry a dit Amélie était en Belgique pour ce match. Je ne comprenais pas du tout pourquoi. Je n'ai pas posé la question et en fait je me rends compte que c'était juste du bullshit, Thierry. Il y a des Bruges partout. Écoute, Amélie, il me semble que t'es encore à la télé, non? C'est pas ça? Ouais, on recevait La Rochelle ce week-end pour un match de très haut niveau pour la première place de poule qu'on a perdu malheureusement, mais on avait toute l'équipe de Rencontre à 15 qui nous a suivis, donc ils sont venus au lycée avec moi vendredi après-midi, à l'entraînement vendredi soir, à la maison samedi soir pour le match et pour fêter mon anniversaire, et évidemment hier au match. Et ils se sont régalés. Ils étaient très très contents de ce week-end entièrement rugby féminin, donc on vous dira quand est-ce que ça passe, mais c'était un super moment avec les 2 journalistes, donc gros bisous à Aurélie et Arthur qui nous ont suivis pendant 3 jours. Ça va finir à Hollywood cette histoire. Ah oui, grave. Je pense que c'est Dance avec the Stars. Ça va être Amélie qui va t'appeler pour ça. Philippe Guillard, si tu nous entends, on a une belle histoire de rugby féminin à te raconter. Non, mais ceci dit, de Rencontre à 15 à Hollywood, le chemin est quand même tortueux. Mais bon, on ne sait jamais. Entendu. Bah écoute, si vous voulez voir ou savoir à quel moment ça va passer à la télé, bah il faut toucher le bouton abonner sur votre plateforme de podcast de choix. Et aussi parce que cette semaine, bien sûr, on va parler de tous ces matchs internationaux. La semaine prochaine, on va faire le même. Après ça, on va parler de tous les matchs EPCR en début de décembre. Et en plus, les gars, une petite bonne nouvelle, j'ai eu un entretien avec Mathieu Blin. Et voilà, ça va être le cadeau de Noël. Donc abonnez-vous sur toutes les différentes plateformes de podcast. Écoute, l'histoire de casquette, il y a Sylvain qui nous a dit 100% oui. Oui, 100 fois, je pense qu'il a dit. Donc, je pense que ça veut dire oui. Ouais, il veut peut-être prendre 100 casquettes. Oui, c'est une bonne idée aussi. Ouais, voilà, vendu. Un coup de Merci pouce. Sylvain. Ouais. Merci voilà. Sylvain. Et puis un petit coucou également à Ronan qui m'a écrit, peut-être pas Ronan, mais Ronan, et qui dit j'adore vos épisodes. Ça donne presque envie d'avoir l'accent américain. T'as vu un peu Thierry, si c'est beau. Mais une meilleure maîtrise de la géographie, on le rappelle. Oui. Écoute, on y va presque tout de suite dans cet épisode. Juste un petit coucou rapide à Sylvain qui nous a expliqué qu'il y a un mini championnat Belgique, Namibie, Brésil et Samoa. Donc on disait mais pourquoi à Dubaï? Ils n'ont pas de rugby là-bas pour l'instant, mais depuis des années ils ont le 7 qui passe. Donc voilà, on va parler de tous ces matchs après. Je suppose qu'on y va tout de suite. Allez, on va parler de notre match d'abord. Bonne nouvelle, on a certaines têtes qu'on souhaite y voir la semaine prochaine qui sont de retour. On parle de Aldrit, on parle aussi de notre copain Charles Olivon. Et j'ajouterai Gros aussi à la liste, un pilier que j'aime beaucoup. 4 défaites à la suite, ça c'est un peu compliqué. Si on passe à 5 défaites, donc ça serait peut-être panique à bord. Il y a une très belle Marseillaise à Bordeaux. Il y a un Haka fidjien de Sibi, ça s'appelle. Le match démarre et ils sont déjà sur nos 22, mais devient qui chope le ballon? C'est Greg Aldrit. Petit combi 12-13 Barassi de portière et essai pour No Boys 7-0 à 6 minutes. Caleb Muntz va manquer une opportunité d'ajouter 3 points, le 10 fidjien. On est de retour, mais Barassi est face à un mur fidjien, un mur un peu haut aussi. Carton jaune et paf, essai de plus pour nous, Louis Bébé qui marque un essai de talonneur. Ramos toujours parfait au pied. 14-0, c'est très bien les garçons. Fidji sort de leur 22, ballon en main et avance petit à petit. Penaud va intercepter un ballon sur le côté droite. 3 passes plus tard, Louis Bébé cavale. Et il va offrir un pass à le mec du moment, c'est Charles Olivon, qui va marquer un essai, un serial marqueur comme Théo a dit la semaine dernière. 21-0, c'est super les garçons. Les Fidjiens vont choisir le penalty sur nos 5 mètres et Olivon va chipper la touche. Penaud sauve un essai et fait des plaquages. Fidji entre en mode exploit personnel et ça va marcher. Le 13 Fidjien va marquer pendant que 2 de nos avants plaquent son fantôme et Maxime Lecou plaque le poteau. 21-7.
Comme on est gentil, on laisse marquer avant le mi-temps avec 1, 2, 3 plaquages ratés, 21-14 à 40 minutes. Comme Galtier a dit dans son interview pendant le mi-temps, meh. Sur cette première mi-temps, on creuse un très très gros écart très rapidement à 21-0, 3 essais très concluants avec 3 transformations et peut-être une prise de confiance un peu trop rapide et clairement on s'est fait trouer comme des débutants sur ces essais fidjiens. Alors pauvre Lucu, en plus il est devenu un mème ce week-end avec ce poteau pris. Donc voilà, le réalisme fidjien était là aussi et clairement on est reparti, excusez-moi les garçons, la queue entre les jambes à la mi-temps. Oui, je retiendrai le même Lucu, j'avoue, c'est pas mal. Être un mème, c'est déjà mieux que rien. Je retiens l'essai d'Olivon qui nous a rappelé des beaux souvenirs du meilleur Charles Olivon en équipe de France. Pour le reste, sincèrement, il faudrait que les matchs durent 19 minutes en fait. Ce serait génial, hein. Mais sauf que c'est 40 pour une seule mi-temps, puis après il y en a 40. Donc faut quand même, à mon avis, être lucide. C'est un des matchs les plus faibles au niveau international, moi, que j'ai vu depuis très longtemps. Les 2 essais avec des courses de l'équipe de France en première mi-temps sont face à une défense des Fidjiens qui est honnêtement plus proche du cirque Pinder que d'une ligne de défense de haut niveau. C'est n'importe quoi de défendre comme ça. Quant à la défense française pour se faire remonter après, c'est également complètement pathétique. Donc, on a vu des belles choses, mais j'ai eu l'impression plusieurs fois, moi, et ça date, parce que comme vous le savez, j'ai déménagé, je suis plus éducateur. Donc, c'est pas vrai que je suis éducateur, je l'étais. J'ai eu l'impression de voir des U12 en défense. Voilà. C'est-à-dire, tout le monde regarde le ballon, personne se place sur le terrain. Il y a une ligne, ça ressemble à un crocodile, là, ça part en haut, en bas. J'ai trouvé ça d'une faiblesse insigne. Voilà. Et la deuxième mi-temps, malheureusement, m'a pas tellement fait changer d'avis. Je suis désolé, hein, je casse le truc, mais quand c'est nul, il faut le dire, c'était nul. Deuxième mi-temps, on va pas te donner le sourire. Peine à touche pour les Fidjiens, car ils ont pas peur de nous. Leur 9 à le ballon, et voilà, le 11, Wanikolo va marquer avec 3 mecs en face, 21-21. Quelques mots nous fait du bien. C'est mieux quand on a le ballon quand même. Pas de peine de touche pour nous. Ramos va prendre les points, 24-21, et il ajoute un autre, 27-21. 67 minutes, Aldrit avec une belle avancée au plein centre, mais on n'a pas de place sur les extérieurs. Deportière va quand même trouver un peu d'espace, servi par Ramos, 34-21. On peut commencer à souffler un petit peu. D'ailleurs, le 2 Fidjien a semblé faire un super match. Wanikolo est super vite sur le côté, mais Penaud est heureusement là pour arrêter l'essai. Grattage par qui Aldrit toujours. C'est Charles Olivon, l'homme de match. Le tout, c'est un peu mieux dans ce match, mais quand même 34-21. On a gagné, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, c'est la seule. Hein. On n'a pas plus scoré que ça. On se retrouve avec finalement un essai de chaque côté en deuxième mi-temps. Les Fidjiens ont plus gagné sur cette opposition que nous. Il nous reste encore un match et je vois pas comment on peut gagner en confiance en recevant l'Australie sur la dernière opposition. Donc j'ai peur que on finisse l'année 2025 sur une autre défaite et on sait très bien que cette tournée de novembre elle est aussi là pour préparer comme il faut le tournoi destination. Donc je sais pas ce qui manque, mais en tout cas il en manque beaucoup. Excuse-moi, avant que Théo tu démarres, les gars, écoutez, on a gagné par quand même plus de points que les Anglais. Les Anglais, ils ont gagné par 6 petits points, et nous, on a gagné par 13. C'est de bonnes nouvelles. Non, c'est les Fidji. T'es censé creuser plus que ça. En fait, tu peux pas te prétendre être le 15 de France et te faire malmener comme ça sur ta pelouse. Donc non, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Surtout en menant 21-0, c'est pas acceptable de se faire remonter comme ça. C'est pas acceptable d'être aussi faiblard en deuxième mi-temps. Les 2 essais qu'on prend, le deuxième essai fidjien, le mec il bat quand même 4 défenseurs français. L'essai suivant, il est tout seul à 1 contre 3, à 3 mètres de la ligne, il va marquer. Enfin, je veux dire, les mecs, ok, ils sont costauds, c'est vrai, hein, mais il y a quand même des limites. Donc, moi, j'étais effectivement très, très, très déçu. Encore une fois, avec quelques satisfactions individuelles. On a des grands joueurs et l'on sait. Olivon a fait un très beau match. Gégou, même si je continue de penser qu'il a rien à foutre là, a fait un bon match. Deporter, et pas 2 portières, Thierry, parce que 2 portières, c'est pour les voitures. Il y a une portière à droite, une portière à gauche, mais 2 portières avec 2 œufs,
C'est un joueur de rugby. Je pense qu'il venait de Bruges, moi. Tu pensais qu'il venait de Bruges? Non, je plaisante. On est mal lunés. Non. Vous êtes méchant. On est méchant avec Thierry, c'est absolument affreux. Moi, j'aime bien les noms simples. Je vais parler de Gros. Je pense qu'il a fait un bon match aussi. Voilà, ça, j'arrive à prononcer. Ce sera simple. The Big, il a bien joué. Il a eu 16 plaquages. Voilà, Big, c'est bien. Non, franchement, ce qui est décevant, c'est qu'on a vu un florilège de faiblesses défensives des deux côtés. Et c'est pas ce qu'on a envie de voir quand on regarde un match international. C'est tout, voilà. Bon, t'as dit, il y a un peu de bonnes nouvelles, quelques personnes de retour. Franchement, ça m'a fait, comme tu dis, vachement du bien de voir Scholl et Livon. Je lance Aldrit, c'est superbe. Et je trouve ça dur pour Aldrit, qui était pas du tout sur la feuille de match, et après, il revient capitaine, le jour d'après. Je trouve ça quand même chaud. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on a beaucoup plaqué. Dans ce match où nous on a gagné, on avait gagné avec beaucoup plus de points, et donc ça veut dire qu'on n'avait pas de ballon, et voilà, et donc eux ils avaient le ballon tout le temps, et nous on était là juste en train de plaquer tout le monde, donc difficile. Imagine que si Fidji s'entraînait tous les jours. Ah bah ce serait très très dur. Ce serait très très dur. Les Français, j'ai vu dans l'équipe, ils ont réalisé 165 plaquages sur le match. C'est beaucoup, c'est très bien, mais ça veut aussi dire qu'ils ont beaucoup défendu. Donc, ils ont peu eu le ballon, ils n'ont pas mis la main sur le match. Et quand tu mènes 21-0 contre une équipe réputée faible qui s'entraîne encore moins que toi ensemble, tu n'as pas le droit de te faire remonter comme ça. Alors, à leur décharge, la seule chose où je leur accorde un petit peu de crédit, c'est qu'ils ont joué de malchance avec les deux blessures successives, très précoces de Barassi puis de Gaëton, qui ont fini par faire rentrer Boudéan beaucoup plus tôt, faire glisser Gégou au centre. C'est quand même pas simple, il faut l'avouer. Donc, c'est le seul petit truc que je mets à leur crédit. Mais ça fait pas beaucoup, hein. Perso, j'aimais bien Aldrit en capitaine, parce que quand même il parle beaucoup avec l'arbitre, et c'est quelque chose que je trouve un peu manquant parfois en France, avec les équipes françaises. Donc là il était vraiment check this, check that, did you see this, et je trouve ça assez superbe, son engagement et son on va dire ce reparté avec l'arbitre. Je trouve ça plutôt bien. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui celui qui devrait être le capitaine de cette équipe, ce serait plutôt soit Jelonge, soit Olivon, parce que je pense que Olivon avait été un remarquable capitaine quand il l'était avant de se blesser gravement. C'est un taiseux, c'est un garçon qui met son équipe dans le sens de la marche, qui est un leader d'exemple à chaque fois qu'il joue. Et il a encore fait cette grande chevauchée qu'on aime le voir faire, alors que c'est un type quand même très costaud et qui de temps en temps se met à dévorer des espaces avec des belles courses comme ça. Donc c'est un fanion, c'est quelqu'un que les autres ont envie de suivre, et c'est souvent ça un capitaine. Dans la presse anglaise, en fait, il y avait un article sur Nigel Owens qui parlait de ses 5 meilleurs capitaines. Et devinez quoi? Le numéro 1, c'était un Français. C'était qui, à votre avis? Nigel Owens, Fabien Pelouse? Non. C'était Thierry Dussautoir. Il disait Thierry que c'était okay. le meilleur capitaine de tout le monde qu'il a vu passer. Écoute, bon, ce match-là, on va le mettre à côté, je pense. On a quand même Australie qui vient pour notre dernier match. Tiens, au moins, moi, je trouvais que au moins, la semaine dernière, Théo, moi, nous deux, on a parlé un peu de toughness, cette histoire d'être rugueux, d'être rude, et que ça manquait. Moi, je trouvais que c'était un peu plus là, avec peut-être juste avec Olivon et je lançais Aldrit, mais déjà, c'est ça. Toi, Emily, qui est pour toi un joueur rugueux, qui sur l'équipe française, ou même dans le passé? Je suis même plus jeune que vous, les garçons. Moi, je connais pas bien les vieux. Allez, petit Parisien, parce que c'était toujours, on savait pas trop s'il y avait pas avoir bagarre, carton, voilà. Pascal Papé, quand même, c'était quelque chose sur un terrain. Alors, je vais rester, l'homme de Givors, à l'ancienne. Ouais, voilà, ouais. C'est un préféré de notre copain Charlie aussi. Allez, je propose qu'on passe à Angleterre des All Blacks. En fait, le bataille, c'était avant la bataille. C'était Swing Low, Sweet Chariot contre le Haka. Le show a plutôt bien démarré. Les Anglais démarrent plutôt bien aussi. Beaucoup de pression sur les Blacks. Underhill en jambes et Finn Baxter, le pilier, qui va peser lourd. Stewart est pas mal aussi, le 15. Et c'est les nouveaux Z, par contre, qui va marquer en premier. Bowden Barrett à 50-22 face à 2 avant British. C'est le 11 nouveau Z qui va marquer avec un nom assez imprononçable pour moi. Coup d'envoi loupé par les Anglais, 50-22 de Roy Gard, le talonneur Cody Taylor avec un petit tchic-tchac, et voilà, essai de plus, 12-0 pour Nouvelle-Zélande.
Ford va faire des énormes coups de pompe. Joli effort de toute l'équipe en blanc, mais Roy Gard, le 9 des Blacks, va empêcher un essai. Rien, par contre, va arrêter Ollie Lawrence qui va rouler sur 2 Blacks à la Bastereau. 12-5 et le jeu est ouvert. Ça court dans tous les sens. Carter des Blacks a l'air dangereux, mais Ollie Lawrence est là pour faire un grattage. Le 11 des Blacks est encore sur la porte de marquer. La défense des Anglaises fait reculer les Blacks quand même. Et tiens, pas un, mais 2 petits drops avant le mi-temps par Ford. 12-11 pour Nouvelle-Zélande. Mais les Anglais n'ont pas peur. Deuxième mi-temps, ton jaune pour Cody Taylor. Les Anglais marquent directement. C'est Underhill qui va marquer, 18-12. La défense des Anglaises est solide, le mêlée aussi. Et petit essai sympa pour George Ford, mais malheureusement, c'est annulé. Il va faire un 50-22, petit combi des centres Lawrence pour Dingwall, 25-12. Voici les finishers des Anglais, c'est Genge, Curry, Stewart et le jeune Pollock, c'est pas mal. Côté Nouvelle-Zélande, c'est Lineheart, CTT et McKenzie, l'héros de la semaine dernière. McKenzie va servir Will Jordan, 45 essais en 53 caps quand même, c'est incroyable. 25-19. Dernière 20 minutes, que 6 points qui les séparent. Ford, c'est l'homme de match, il va ajouter 3 points de plus. Et puis un peu de change, Pollock va jouer un peu au foot et Roebuck va marquer le dernier essai, 33-19. Une victoire très convaincante. C'est autre chose, hein. C'est un tout autre niveau, là. C'est pas, on a presque l'impression que c'est pas tout à fait le même sport. Alors c'est vrai que les Anglais, visiblement, n'ont battu que de 6 points les Fidjiens la semaine dernière, mais je pense que les Fidjiens devaient être autrement lunés et autrement organisés. Donc quoi, c'est aussi la capacité de répéter les performances qui fait les grandes équipes. Et franchement, là, on a vu un match tout simplement splendide. Voilà, avec ce que savent faire les All Blacks, c'est-à-dire être dominés au début et puis se retrouver à mener de 2 essais avec des essais cliniques marqués en contre, extraordinaires de qualité technique. Et puis ensuite, on a vu des Anglais qui ont fait parler leur puissance et leur justesse d'une charnière Mitchell-Ford de très très haut niveau, qui a mis tout le monde d'accord. Ils méritent absolument cette victoire. L'essai de Lawrence est splendide. Les 2 drops de Ford qui avaient échoué à faire gagner les Anglais contre les Blacks il y a 2 ans en ratant un drop quasiment face au poteau, qui s'était fait huer, conspuer par la presse anglaise, etc., qui prend une revanche absolument magistrale. Underhill, Earls, c'est très 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 costaud en 3e ligne. Et puis Pollock, insupportable, qui rentre odieux. Pour moi, le dernier essai des Anglais devrait être annulé. Il fait une faute grossière. Il empêche le joueur All Black de venir défendre. C'est même pas revu à la vidéo. C'est absolument honteux. Donc, si maintenant, dans le rugby international, c'est la prime aux grandes gueules, parce que c'est Pollock qui le fait, il a le droit, parce que c'est lui, ça va m'agacer, mais sérieusement, et il va m'énerver, lui, mais dramatiquement. Je les ai trouvés beaucoup, beaucoup plus forts que les Français contre les mêmes Fidjiens, et je pense qu'on a vraiment du souci à se faire pour leur arriver au Stade de France cette année, et je finirai en disant que j'ai absolument adoré d'apprendre que Leicester Fainga Anuku, dont tu ne voulais pas prononcer le nom, son 2e prénom, tu sais ce que c'est ? Non. C'est Twickenham. Et ben ça, je pense que quand t'aimes le rugby, que t'as un fils et que tu l'appelles Twickenham, moi je te tire mon chapeau, c'est magnifique. C'est incroyable. Bon, et le prochain qui fait un enfant, il mettra Stade de France en 2e prénom, les gars. C'est pourri, c'est complètement pourri comme nom. Mais c'est la version française de ton info anglaise, donc elle est aussi naze. Hein. C'est incroyable d'avoir mis ça en prénom. Incroyable. C'est rigolo. T'as des choses sur le match ? Moi, on s'attendait à une grosse opposition. Hein. Les Néo-Z ont quand même fini 2e du Championship et ça s'est joué au goal average. Donc, je pensais quand même qu'ils allaient pouvoir batailler un peu plus les Anglais qui ont fait une très très grosse prestation. J'ai envie de dire, je suis contente qu'on n'ait pas les Néo-Z à rencontrer. Enfin, à mon avis, on se serait fait peut-être bien humilier dans la foulée des Fidji, ce qui peut-être va nous arriver au prochain match. Et puis, bah ouais, les Anglais à la maison montrent toute leur envergure. Hein. On connaît aussi tout le pouvoir du public anglais. Je suis pas, comme Théo, hein, je suis pas sereine pour ce qui nous attend là à l'hiver prochain en 6 Nations. Et je dois dire que les Blacks ont quand même
fait preuve de quelques erreurs techniques inhabituelles. En première mi-temps, Barrett rate 2 pénal-touches. Il envoie le ballon derrière l'embut 2 fois, au moment où les Néo-Zélandais sont quand même en train de dominer, et ça aurait pu donner une toute autre tournure au match s'ils avaient pu jouer ces pénal-touches. Et puis l'erreur de Cody Taylor qui joue le ballon au sol en début de deuxième mi-temps, quand après ils prennent le jaune, ils prennent essai derrière, etc. Ils le payent très très cher, et c'est des erreurs qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire. Donc ça, je pense que pour eux, c'est encore un enseignement. On gagne pas contre les grandes nations dans les grands stades en faisant des coups de séries régionales, quoi. Ça marche pas. C'est pas possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne beaucoup de temps de jeu pour des jeunes joueurs. En fait, ils sont pas tous jeunes, mais on va dire nouveaux dans cette équipe. Je parle de Finn Baxter. Il y avait l'autre pilier aussi, Coles, le deuxième ligne, Pepper, Pollock, Dingwall, Roebuck. C'est des gars qui ont pas beaucoup de cap. Ils ont quoi, 10, 20. Certains qui sont très jeunes, d'autres qui sont peut-être 26 ans. Mais là, ils sont vraiment en train de construire quelque chose pour l'avenir. Et comme vous avez tous dit, on peut être content pour le rugby hémisphère nord. Ouais, cool. Mais en fait, dommage pour nous parce que la 6 nations qui va suivre, ça va être un peu chaud. Je voulais juste dire que je trouve que l'Angleterre, ils s'amusaient. J'ai l'impression. Ils s'amusaient d'être méchants et de pas laisser passer et de plaquer des gens. Ils prenaient un plaisir dingue à faire ça. Et Pollock, il est là, il entre avec cette énergie, mais il déborde d'énergie. Et ça manquait chez nous pendant les 2 derniers matchs de la France quand même. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous aussi, devant ce match, on s'est amusé, que ce soit moi, les Anglais qu'on n'aime pas, etc. Mais quand on aime ce sport, c'est des beaux matchs qu'on veut voir. C'est pas toujours voir l'équipe qu'on aime gagner. C'est voir des beaux matchs, quels que soient les blasons qu'il y a sur les maillots. Et franchement, je le dis toujours, de toute façon, ces matchs All Black Angleterre, c'est toujours magnifique. Il y a rarement de matchs qui méritent pas d'être vus. Et ça n'a pas fait exception. Franchement, si vous l'avez pas vu, nos auditeurs, vraiment, regardez-le, ça vaut le coup, regardez-le tranquillement en replay, c'est du rugby, voilà. Et ça, c'est du rugby, c'est pas de la bouillie de rugby. Là, on pensera peut-être votre frustration du match de samedi soir. Exactement, vous repartirez sur une bonne note en aimant le rugby à 15. Exactement. Allez, un peu de bonnes nouvelles pour Pays de Galles, Pays de Galles-Japon. On connaît qui dans cette équipe? Ouais, enfin, ils ont gagné. Pays de Galles, comme toujours, il y a un Smith, il y a un Jenkins, il n'y a pas de Davies cette fois-ci. On connaît le Beard sans barbe, on connaît Wainwright avec son fameux moustache. Duilex, c'est le talonneur, il est capitaine dans l'absence de Jack Morgan qui est blessé. Ben Thompson qui est de retour dans son rôle de centre. Josh Adams en allié. En fait, on connaît bien quelques joueurs et il y a aussi, bien sûr, de Grease Lightning, Louis Rhys-Zamit qui est revenu de USA. Chez Japon, marqué. Et il a marqué. Et chez Japon, on connaît qui? On connaît le coach, voilà, et c'est lui le plus connu, Eddie Jones, et peut-être le 9 Saito qui joue à Toulouse. Bizarrement, il y a personne en rouge dans ce match. Premier essai, c'est pour le 10 Dan Edwards. Joli effort. 10 minutes plus tard, les Japonais vont égaliser. 2 cartons jaunes, par contre, en 5 minutes pour les Japonais. Donc c'est 13 contre 15, mais les Japonais gardent le ballon en main. Puis Josh Adams va faire un carton rouge. 7-7 à la mi-temps. Rhys-Zamit va marquer à 50 minutes, 14-13. Ça devient 14-20 pour Japon à 60 minutes. Réponse immédiate par les Gallois et le match va aller jusqu'au bout. Dans les prolongations, c'est le pack des Red Dragons qui pousse pour obtenir une pénalité dans le coin. Ça passe. Big hugs partout pour cette première victoire depuis longtemps. Ouais, première victoire depuis longtemps. Puis on rappelle, Pays de Galles, c'est la cuillère du bois depuis 2 saisons aux 6 nations. Donc là, peut-être que ça va remobiliser les troupes. En tout cas, les supporters gallois ont dû enfin souffler et les plaintes ont dû couler de bon cœur du côté gallois parce que vraiment, il était temps que cette équipe reprenne un peu du poil de la bête. Alors, ça passe de justesse, mais ça passe. Oui, c'est quand même la plus petite des marges, hein, 1 point. Donc ça tient un fil, un cheveu. Mais voilà, quelle satisfaction de voir enfin le Pays de Galles gagner. Je pense qu'ils en étaient à, tu vas peut-être me corriger, Thierry, mais 20 défaites d'affilée, je crois. Ou 18. Ouais, petite correction, ils ont quand même gagné un match cet été contre les Japonais en Japon, mais quand même on peut dire que c'était un paquet d'années, comme tu dis. Je pense que la dernière victoire à la maison c'était 10 matchs avant celle-là. Donc ouais, voilà, c'est encourageant pour les Gallois. Allez, on continue. Il y a quand même Italie, Afrique du Sud. Tu parlais de matchs assez étonnants. Moi j'étais un peu surpris de voir 0-0 à 21 minutes des deux équipes qui se connaissent bien aussi parce qu'ils ont joué 2 fois cet été avec un score
en moyen, 43-12 pour les Sudaf. Encore des cartons jaunes pour les Sudaf avec un autre deuxième ligne qui aime bien les plaquages un peu dangereux. Ils ont décidé de jouer leur Autumn Nations à 14. Les Springboks sont souvent en danger. Les Italiens sont à 110%, des montées défensives, des plaquages qui fait mal, des grattages. Même des mêlées va bien pour les Italiens. Ils obtiennent une pénalité, mais Garbassi va la rater. La deuxième loupée, peut-être il a la tête qui tourne après ce plaquage haut. Beaucoup de chandelles. Le ballon est très libre dans ce match qui peut être dangereux des deux côtés. À 30 minutes, les Boks arrivent dans les 22 Italiens pour la première fois. Ils vont sortir avec 3 points. C'est 3-3. Mais le mi-temps va finir bien sûr avec un essai pour les Sudaf sous les perches, 10-3 pour les Boks. Deuxième mi-temps, c'est 10-9 grâce à des pénalités de Garbassi. La première ligne d'Italie est très présente, tout comme Brex. Encore carton jaune pour les Sudaf, mais ils gardent la lead, donc c'est 13-9. Les Italiens vont donner des opportunités à Boks avec un autre carton jaune sur leur côté. 14-13, ce n'est pas le score, c'est le nombre de joueurs sur le terrain en ce moment. Le score est devenu 20-9. Capuzzo va montrer ses cannes, 20-19, mais les Sudaf ont des réponses, 27-14, et encore 7 minutes pour marquer 2 essais pour les Azurés. Ils sont incroyables, Boks. Un essai dans le coin par le 12 dans les dernières minutes, ça finit 32-14, comme on a dit la semaine dernière. C'est vraiment eux, les darons. Alors, je sais pas s'ils aiment jouer et qu'ils ont décidé de jouer à l'Autumn Nation à 14, mais il faut savoir que les Sudaf s'entraînent à 14. Donc, en fait, ils ont un plan de jeu qui leur permet de jouer à 14. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent autant de risques et qu'ils n'ont absolument pas peur de se prendre des cartons. Les mecs savent gérer un match à 14. Donc, effectivement, on les voit prendre carton après carton à chacun des matchs. Mais en fait, c'est leur manière de jouer et je trouve ça encore plus humiliant pour les équipes qui les rencontrent parce que ça montre toute cette confiance que cette équipe a, prêt, quitte à jouer dangereux, au point de jouer une partie du match à 14 contre 15. C'est incroyable. Peut-être ça les permet d'être plus agressifs aussi, parce qu'ils disent, en tout cas, on peut prendre des cartons, c'est pas très grave parce qu'on sait jouer à 14, donc on peut en pousser la limite, parce que je trouve que depuis longtemps, les Sudaf, ils poussent la limite physique, on va dire, de ce sport. Oui, c'est dans leur culture. Et puis, voilà, il faut pas leur enlever qu'ils ont, je crois, un immense coach. Rassi Erasmus, je pense que c'est à la fois un très grand stratège et c'est manifestement un mec qui est capable d'insuffler une confiance et un esprit d'équipe absolument extraordinaire à ses troupes. Voilà, il y a eu des grands coachs un peu partout dans l'histoire du sport co. Je pense que lui, il en fait vraiment partie. Et puis il innove. Voilà, le bomb squad, ces machins-là, ces petites lumières rouges et vertes dans les stades, ces bidules. Il déporte l'attention, en fait, de ses joueurs, il la porte sur lui et il les laisse s'exprimer à fond. Donc, je pense que c'est aussi vraiment la marque d'un très grand manager. C'est marrant ton coup là, Amali, c'est comme de jouer avec le main, ton mauvaise main, tu vois. Ouais, tu joues au tennis avec de main gauche, mais en fait t'es droitier, tu dis finalement je change de main droite et je te bats à la fin. ouais, mais c'est exactement ça. Et puis alors le pire, c'est de croire qu'en face, parce que tu es un joueur de plus, tu vas pouvoir changer la donne. Moi, je l'ai vécu hier en match, et puis parfois t'es à 15 contre 14 et puis t'es pas capable de justement jouer sur ces 10 minutes de supériorité. Et c'est ultra frustrant et ça peut jouer sur le mental des joueurs. Donc, il y a 2 cartons des Sudaf sur ce match au week-end. Et pourtant, les Italiens, on le sait que c'est une nation qui est en dessous, mais une nation qui arrive à repousser dans les retranchements pas mal d'équipes. Et là, ça n'a pas fonctionné. Et au bout d'un moment, je pense que vraiment, ça joue sur le mental des joueurs. De se dire, merde, mais en fait, on peut pas y arriver, quoi. Ouais. Allez, oui, les Italiens qui ont joué Australie la semaine dernière, ils les ont battus. Maintenant, c'est Irlande contre Australie. C'est quand même une grande équipe d'Irlande, même si c'est un peu vieux maintenant. C'est Mac Hudson qui va marquer le premier essai. Il va marquer le deuxième essai qui est carrément identique. 14-10, 10 minutes. Pauvre présenteur sur beIN Sport est toute seule pour le mi-temps. C'est donc quand même un match assez mou. Le centre australien va marquer aussi 17-7. Le 10 Pendergrass était vraiment pas mal, mais c'est Mac Hansen qui va être l'homme du match avec un troisième essai en 20 minutes. Voilà, ce match n'est pas plus vraiment en question. Les Irish sont à l'aise sous la pluie, les Australiens nettement moins. Le pauvre Harry Potter, l'allié australien, il prend cher dans ce match sous les ballons hauts, il saigne de partout. Les jaunes quand même va marquer avant le mi-temps, c'est 19-14.
Le présentateur de Beyond, il a trouvé un copain, donc ça c'est bien. Le Captain Doris va faire des grattages. Les Wallabies, ils sont juste fatigués. Pendergrass essaie un peu de tout. Il fait un petit drop en plus. Et il est en train de gagner de l'expérience, là, le jeune. James Lowe, un peu moins, pas top. C'est 25-14 à 65 minutes, mais il n'y a aucun moyen que les Australiens vont gagner ce match. Il y a 4 essais de plus, ça finit 46-19. A walk in the Gibson Park. Voilà, une promenade de santé pour les Irish. Ouais, c'est un score qui est quand même très sévère, hein. Ça donne le ton. Nous, si on veut être à la hauteur de ces grandes nations européennes, il va falloir passer les Australiens à la moulinette. Ils nous réussissent pas souvent, hein, donc ça va pas être simple. Ce qui me frappe surtout, moi, c'est la stabilité de l'équipe d'Irlande, hein, qui elle aussi affiche des convictions. Voilà, c'est toujours, allez, Hansen, Henshaw, Love, Gibson Park en neuf, Doris, Conan, Byrne, James Ryan est devant encore Furlong, Sheehan, McCarthy. C'est des mecs qu'on a l'impression qu'on les voit depuis 10 ans. Ils continuent d'être là et ils foutent des ramponnés à l'équipe d'Australie qui reçoit la Coupe du Monde dans 2 ans. Donc voilà, là aussi, gros temps sur le tournoi des 6 nations, hein, avec l'Irlande qui vient au Stade de France, comme les Anglais. Ça va quand même être très très chaud. Et puis voilà, on va dire que l'entrée, c'est l'Australie pour la fin de tournée. Ce sera le début de notre tournoi de destination quasiment, parce que voilà, ça va être le dernier match avant les rendez-vous de la sortie de l'hiver. Et je suis voilà, pas très serein, même si ces Australiens, visiblement, sont un petit peu perdus quand même, faut être honnête. Ouais, c'est un Autumn Nation qui est compliqué par les Australiens. On est à 3 défaites en 3 matchs, hein. Ils se sont cassés les dents avec les Anglais, avec les Italiens. Ça, c'était la grosse surprise. Et puis les Irlandais ce week-end où ils sont repartis les valises pleines, en espérant qu'elles repartent pleines aussi du Stade de France contre les Français. C'est qui tout double pour les deux, hein. Là, il va falloir sortir un très très gros match pour les Français parce que sinon on va arriver pas très très serein pour notre destination au mois de février. Ah ben, c'est de toute façon grosse soupe à la grimace pour le perdant, samedi, hein. Mm. Vraiment. Petit fait divers, je trouvais ça marrant. En fait, James O'Connor, là, qui a joué 10, apparemment était en vacances au Maroc, quelque chose comme ça, avec sa famille. Ils l'ont appelé pour dire hey, est-ce que tu peux venir jouer contre Irlande? Je trouve ça assez incroyable comme histoire, quand même. C'est pas à nous que ça arriverait. Non. Allez, dernier match, Écosse-Argentine. Je vais aller assez très vite. Dempsey, le 8 d'Écosse, va ouvrir le score à la charge Olivon avec un super pass de Finn Russell tout droit. Le Talonner Ashman, il va ajouter 2 essais de plus. Les Chardons sont contents, c'est 21-0, un peu comme la France d'ailleurs. Et puis, les Argentins vont ajouter 5 essais dans les dernières 20 minutes, notamment 3 dans les dernières 10 minutes. Voilà, remontada, c'est quand même un mot espagnol, mais ça parle bien de ce match. Bah, être mené 21-0 à la 55e et gagner, c'est quand même assez balèze. Donc ça parle de la grinta de cette équipe argentine qui finalement n'a peur de rien et n'a pas grand-chose à perdre dans ces tournées, comme tout le monde d'ailleurs. Mais eux en particulier, ils disent de toute façon on est prétendument une petite nation, donc on n'a qu'à tout essayer. C'est pas grave si on perd, on perd. Et puis si on gagne, on aura fait l'exploit du week-end. Et c'est vraiment l'exploit du week-end. Parce que ils ont fait, alors, c'est la manière dont ils ont gagné cette deuxième mi-temps ou même ces dernières 25 minutes de match est loin d'être flamboyante, hein. Il y a eu beaucoup de petits tas. Et sur les 5 essais, il doit y en avoir 4 qui sont avec des petites passes près de la ligne. Mais bon, il faut y arriver près de la ligne pour être en capacité de faire des petites passes. Et surtout, ce qui interpelle quand même beaucoup, c'est l'effondrement total des Écossais alors qu'ils avaient le match en main et qu'ils avaient montré de très belles choses. Voilà. Donc c'est quand même très surprenant de voir ces allers-retours et je pense que ça en dit assez long sur la difficulté du rugby de très haut niveau. Le cumul de maîtrise technique, de force mentale, de qualité collective qu'il faut avoir pour tenir à haut niveau parce que voilà, ça fait quand même 2 matchs sur le week-end où l'équipe qui mène 21-0 se fait reprendre. Voilà, c'est très surprenant. Ça dit des choses sur la difficulté, je pense, malgré tout, de ce sport, même si on a tendance à dire que ceux qui perdent sont nuls, etc. Mais nous, n'oublions pas, sauf Amélie, que nous sommes dans notre canapé quand même. Facile à dire.
Ouais, je rebondis sur les essais. Effectivement, c'est peut-être pas les plus beaux essais, mais Le en dernier vrai, est beau quand même. oui, oui, mais Mais les autres, c'est ça. Mais bof, voilà, quoi. quand on est sur du pic comme ça, là, Aura, c'est effectivement, hein, depuis le canapé, c'est pas ce qu'il y a de plus beau à regarder. Et puis on a envie de voir plus de profondeur, plus de passes, plus de traversées de terrain peut-être. Mais faut pas oublier, et tous ceux qui, toi comme moi, Théo, nous sont dans le vide de départ, savent toute l'énergie que ça demande de pouvoir avancer et gratter centimètre par centimètre. Et donc chapeau aux Argentins d'avoir mis cet effort physique pour aller chercher et remonter et en plus chercher la victoire. Et puis voilà, les Écossais comme les Français, en fait, cette gestion de match, on a l'impression qu'on n'est pas capable, en fait, d'avoir ce niveau de concentration pendant 80 C'est ça. minutes et d'être Mm. focus sur cette capacité à gérer cette marque d'avance. Alors, si les Français ont aussi finalement à gagner, pas les Écossais, ça montre quand même que on a un gros problème de gestion de match, hein. C'est aussi, c'est ce qu'appellent souvent les analystes la gestion des temps faibles. Voilà, on a le droit de pas être tout le temps pied au plancher, à dominer, à marquer, etc. C'est même impossible de le faire tout le temps. En revanche, passer de 100 à 0, ça pose des questions. Et je termine, moi, en disant le geste préféré de ce match que j'ai vu, c'est sur le premier essai, la petite passe de Finn Russell est une Oui. pure merveille. C'est-à-dire qu'il regarde le joueur qui est derrière et il la donne à son numéro 8 qui est devant dans l'intervalle, quasiment sans le voir. S'il fait la passe en fermant les yeux, c'est pareil. Et d'ailleurs, la défense est totalement mystifiée parce qu'elle regarde le mouvement de tête et les yeux de Finn Russell et elle regarde plus le ballon. Et à l'arrivée, ça va Adam, c'est une pure splendeur. Pour finir de cette semaine, Amélie, est-ce que tu peux nous lire les autres scores, s'il te plaît? Ouais, on avait encore d'autres oppositions internationales. Donc, les Portugais ont corrigé le Hong Kong-China avec un score de 58-12. Et on salue Nicolas Martins qui a joué avec mon conjoint il y a quelques années du côté de Tournefeuille. Et la Géorgie a pris le pas aussi sur les Canadiens avec une victoire 38-17. On salue aussi nos auditeurs à Lisbonne, hein, n'est-ce pas? Arthur, qui avait enregistré avec nous, qu'on embrasse. Et les bonnes nouvelles pour moi, voilà, c'est des États-Unis, ils ont battu Roumanie 26-18, donc voilà, deux grosses défaites. Et quand même, ils finissent leur série avec une victoire. Et en fait, c'est assez drôle parce que quand je regarde le roster, comme on dit aux États-Unis, il y a deux mecs qui jouent en Angleterre, il y a un mec qui joue à Montabon, ok, très bien, mais il y a 7 ou 8, le reste, ils jouent dans la MLR. Et en fait, il y a 7 ou 8 qui sont unattached. Donc ça veut dire qu'ils ont même pas d'équipe. Et ça devrait être, mais comment est-ce qu'ils font en fait? Ils jouent pas de rugby dans la semaine, ils ont pas d'équipe, ils jouent pas de tout, mais quand même ils jouent sur l'équipe nationale. Ils sont bien sûr pas payés pour être sur l'équipe nationale, comme parfois on peut voir sur Australie ou d'autres pays. Donc c'est quand même chaud pour ces gars-là. Ils devaient juste s'entraîner tout seuls dans le petit terrain à côté de chez eux. Donc voilà, je suis curieux. Peut-être quelqu'un peut nous informer là-dessus, mais je trouve ça assez costaud quand même. Ça paraît assez fou. Allez, c'est l'heure de vous prononcer pour les matchs qui vont venir. Allez, Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande. Oula, Ouais. ça va faire mal. Ouais. Nouvelle-Zélande. Bon, Nouvelle-Zélande. Irlande, Afrique du Sud. Ça va être intéressant, ça là. Ouais, ça va cogner aussi. Ça va taper fort et peut-être un score un peu plus serré. On va voir si les Sudaf vont avoir le culot d'aller chercher des cartons contre les Irlandais. À voir. Juste, il arrive juste à 14 et il va même faire le pénalité, tu vois. Allez, France-Australie. Ouais, les Français devraient gagner quand même. Mais là, on vous avait dit un score comme les Irlandais, donc il faut un 41-20, quoi. Italie-Chili. Oh, l'Italie. Alors là, j'ai du mal à comprendre cette opposition. Je pense que le Chili va beaucoup souffrir. L'Italie est sur une excellente série. Donc là, c'est pour eux qui sont en quête d'amour de leur public. C'est l'occasion ou jamais de foutre 50 grains ou 60 grains à une équipe chez eux et leur montrer qu'ils sont définitivement dans le wagon des équipes un peu bankable. Donc je pense que les Chiliens vont passer une très mauvaise après-midi. Dimanche, on a Écosse contre Tonga. Oh, les Écossais quand même devraient passer. Oui, ils ont besoin de le gagner, je trouve. Mm. Angleterre contre Argentine pour le dernier match des Autumn Nations. Ça devrait être un match. Là, ça va être une sacrée boucherie. Je pense que entre ce que font les Argentins et l'énergie emmagasinée par les Anglais et la structure de l'équipe qu'ils ont construite avec les troisièmes lignes qu'ils ont, je pense que ça va être quelque chose. Il faudra pas, comme on dit, ça va faire du petit bois.
Je pense qu'il y a au moins 3 cartons minimum. Il y a aussi Géorgie against Japon. Ça va être intéressant parce que c'est un peu dur de dire. Si Géorgie bat le Japon, il peut potentiellement battre Pays de Galles. Donc ça veut dire qu'il peut potentiellement entrer dans le Six Nations, comme on a toujours dit. C'est très ouvert avec une opposition de style totale. Ouais, c'est deux équipes qui ont des dimensions. On ne peut pas faire plus opposées. Ouais, c'est clair. Roumanie-Uruguay, qui devrait être super sympa à regarder. De mes souvenirs de Coupe du Monde, Uruguay, c'était très joli. Ouais, je mets une pièce sur l'Uruguay. Portugal-Canada. Oh. Non, je reste. On est tout le temps pour les Portugais, nous. Allez, à fond derrière les copains portugais. Et l'Espagne contre Fidji, tiens. Ouais, voilà, je pense que ça va pas être marrant pour les Espagnols quand même. Ouais, Fidji aussi. Et voilà, le semaine, ça finit bien avec un petit stade français Toulon. Tiens, juste pour toi, Amélie. Ce sera correction de copie devant le match de rugby, comme souvent. Eh bien, l'épisode touche à sa fin, mais on va pas se quitter avant d'avoir eu le mot de la fin de notre ami Thierry, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Écoute, une chose, je suis allé au cinéma. Et ça fait vraiment plaisir. Et ça, je sais pas quand la dernière fois j'ai fait ça. Et en fait, je suis allé voir, j'étais à Paris, donc j'ai attendu pour voir un film en anglais, parce que parfois il faut vraiment les voir en VO. Et j'ai vu One Battle After Another, le nouveau film là avec Leonardo DiCaprio. Et c'est magnifique, ce film. Et j'ai rigolé et j'ai trouvé ça, mais juste magnifique. Donc on peut avoir beaucoup de sport, mais je pense que finalement un peu de culture, ça fait pas de mal. Ce film-là, il faut pas l'arrêter. Numéro 2 dans le monde de podcast. Tiens, il y a No Goody, si vous connaissez peut-être, et Gaël Ficou ils vont faire un podcast. En fait, ils ont fait leur premier épisode et ça s'appelle Rugby Confidential. Donc, je les souhaite le bienvenue dans le monde de podcast. Et en fait, on a fait un interview avec son papa qui est coach à Nola Gold, c'est pas Nicolas Godignon. Donc voilà, bienvenue dans le monde de podcast de rugby à No Goody, mais je pense que bon, il n'a peut-être pas besoin de nous pour faire ses pubs. Et la dernière chose. Néanmoins, rendez-vous dans 165 épisodes pour voir s'ils ont le sens de la durée. Voilà, très bien. Et la dernière chose pour mon cher Théo qui adore les rankings de World Rugby. Donc voilà, on voit Afrique du Sud toujours en tête. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'ils sont numéro 1 aujourd'hui? Oui, en ce moment, ils sont devant, oui. Ok. Et ensuite, on voit Nouvelle-Zélande en numéro 2. Est-ce que toi, tu es d'accord? Je pense que les Anglais sont quand même pas loin derrière. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Amélie? Ouais, à mon avis, ça doit se jouer à pas grand-chose. Hein. D'accord, ok. Donc ça a remis Nouvelle-Zélande en 3 et Irlande en 4. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'instant? Oui. Ouais, je valide. Ouais, ok. Donc ça veut dire que nous sommes 5e. Est-ce que pour l'instant, est-ce que ça vous va? Alors, est-ce que ça nous va? Non. Dans le classement, non, ça nous va pas. Mais est-ce qu'on a le choix? Non plus. Et juste derrière nous, bien sûr, il y a Argentine et Australie. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus, que quand même, on est 5e, donc voilà, un peu de chemin à faire, mais c'est peut-être faisable dans les semaines, surtout les Six Nations qui viennent. On va pas boucler, mais là, je trouve que Autumn's Nations, on va boucler la semaine prochaine, mais je trouve que c'est la première fois que je regarde ça avec une telle intensité par rapport à les 6 nations à venir. Donc vraiment, il y a du bel rugby à venir, et surtout, ça m'a mis vraiment en bouche pour les Six Nations de 2026. Ah oui, c'est sûr qu'on a hâte. En plus, on va recevoir de très très belles équipes en France cette année. Donc on a hâte avec un petit poil d'inquiétude quand même, mais on a hâte. Est-ce que notre Toto Dupont international sera de la partie? Nous l'espérons. Ne nous trompons pas, hein, l'équipe de France de rugby n'a plus qu'un objectif jusqu'à quasiment. Allez, je vais dire la Coupe du Monde 2027. Hein, c'est bien figuré. Vite, hein. Ouais, c'est bien figuré et surtout taper les Anglais parce que il y a que ça qui compte dans la mesure où c'est le rendez-vous systématique, mais c'est aussi la grosse équipe qui monte. Donc c'est à nous de leur dire oh les gars, vous vous calmez tout de suite. Les patrons du rugby européen, c'est pas vous, c'est nous. Et il y a qu'une seule manière de le faire, c'est de les faire plier à domicile déjà au Stade de France au mois de février. Et c'est là qu'on attend les Bleus. Hein. C'est nulle part ailleurs. Hein. Tout le reste, c'est de la littérature. Allez, on est chaud. On vous dit merci à tout le monde qui nous écoute. À très bientôt tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.